Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo la enorme alegría y el honor de conversar con uno de los importantes, de los más importantes entrenadores y exjugadores del mundo. Me refiero al francés Eric Ngapet. Seguramente la gente escuchará su apellido y sabrá por qué estoy diciendo esto. Él además también fue jugador francés, jugador olímpico. Y también hoy día me está acompañando mi querido amigo Cristian González, el famoso Huesito González de Chile, que está trabajando hace muchos años con forma muy exitosa en Suiza. Así que muchas gracias a ambos y bueno, y que sea una linda conversación. Merci, hein? Merci. Il a juste introduit par rapport à votre L'interview. parcours, hein, en fait, en Mhm. effet. D'accord. Buenísimo. Oye, quería preguntarle, partir preguntándole a Eric de cuándo y por qué él empezó a jugar voleibol, que por favor nos cuente cuáles fueron sus orígenes en este deporte. Ok, Alfred il demande quels sont votre parcours, comment vous avez commencé et pourquoi vous avez choisi le volleyball. Ouais, disons, j'ai commencé le volleyball à l'âge de 9 ans. Ça s'est fait tout à fait par hasard parce que j'habitais dans un quartier euh, où il y avait donc beaucoup d'enfants de mon âge. Et au milieu de ce quartier, il y avait un terrain vague. Et les volleyeurs qui étaient adultes dans ce quartier ont imposé de construire un terrain de volley au milieu de ce quartier. C'est pour ça que tous les enfants, au lieu de jouer au foot comme ça se fait un petit peu partout, ils ont commencé à jouer au volleyball et ça a formé la première génération des jeunes volleyeurs en fait du Cameroun. C'est un peu comme ça que Parfait. j'ai commencé. Ok, donc Eric comenzó a los 9 años, un poco por azar, ¿ah? En su barrio, en el fondo, había un terreno baldío, es decir, no había nada, y algunos jugadores que eran un poco más adultos hicieron un campo de voleibol. Y así fue, en el fondo, ah, con ese campo los niños se podían jugar voleibol y no jugaban fútbol, por ejemplo, porque hicieron el terreno del voleibol. Bueno, el fútbol también siempre ha sido muy importante de donde él viene, de Camerún. Y cuéntame un poco, o pregúntale por favor, ¿cómo fue su evolución? ¿Él jugó en el colegio? ¿Siguió jugando en esa cancha? ¿Cómo fue su evolución de llegar de niño, jugar allá en las canchas en la calle, a ser un jugador profesional? Oui, comment ça a été votre évolution? C'est-à-dire, vous avez commencé à l'âge de 9 ans, mais Oui, après, pourquoi vous avez devenu pourquoi vous avez choisi un peu le volleyball comme votre sport et à grand niveau que vous avez arrivé? Alors, dans ce quartier, il y avait un entraîneur qui était bon, très passionné de volleyball et qui a été aussi très, très surpris par le niveau que les jeunes joueurs sans entraînement, les jeunes joueurs de ce quartier avaient sans entraînement spécifique fait par un entraîneur. Donc, il a décidé, lui, à ce moment, de regrouper tous ces jeunes. On était à peu près une quinzaine, entre 15 et 20, et a commencé à nous faire des entraînements et à nous faire jouer, en fait, entre nous, mais des matchs de démonstration. Et ça a provoqué un engouement tel que le pays a commencé à nous soutenir. Et c'est cette jeune génération-là qui a formé peut-être 5 6 ans après l'équipe nationale du Cameroun où il n'y avait que des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans, etc. Et il avait chassé tous les vieux. Et cette génération-là a eu de gros, gros résultats sur le plan africain. Mais moi, j'ai quitté le Cameroun assez tôt. Je suis parti du Cameroun à l'âge de 13 ans et je suis arrivé en France et j'ai continué tout en faisant mes études à jouer un petit peu au volleyball. Et il s'avère qu'à un moment donné, un club de haut niveau m'a proposé de faire de ce sport mon métier. Et ce club, en fait, c'était Asnières à l'époque. Ok. En el fondo, él comenzó en esta cancha de voleibol que hicieron en el barrio y había un entrenador ahí que vio que los muchachos tenían un muy buen nivel. ¿Verdad? Entonces los comenzó a entrenar y hacían un partido entre ellos. Era un grupo de 15, 20 y se hacían partido entre ellos. Y lo lindo de esto es que ese grupo fue el puntapié inicial para el voleibol en Camerún y que de ahí salieron jugadores que jugaron en la selección y todo eso. Después Eric, él partió joven a Francia, él partió a la edad de 13 años
¿Sí? ah, a los 13 años y hacía sus estudios y jugaba voleibol. Y un club bien importante en Francia lo contrató en el fondo para que se entrenara, que era el equipo del Anières, ¿ah? En Francia. Ya, perfecto. Oye, pregúntale por favor, bueno, ¿y qué pasó con él ya en Francia, jugando, viendo que tenía talento y que podía seguir progresando? Porque en el fondo nosotros conversábamos también fuera de cámara que Eric, pese a ser un jugador no tan alto para la tendencia actual, sí tenía una técnica muy bonita, saltaba muy bien. ¿Cómo fue para él empezar a jugar y darse cuenta que podía llegar lejos? Ok, comment ça a été votre évolution en France? Parce que dans votre position, vous êtes en centrale, vous Mhm. n'étiez pas si grand pour être Mhm. en centrale, mais vous sautez, etc. Donc, comment tout c'est un peu contrainte pour un volleyeur, vous pouvez les ressortir Yep. pour évoluer dans les ligues en France? Mhm. Alors, j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que lorsque j'ai commencé à jouer à un bon niveau français, à l'âge de 18 ans, 19 ans, j'ai été encadré par de très, très bons entraîneurs. Je rends hommage donc à un monsieur qui s'appelait Zbigniew Rusek, qui aujourd'hui est décédé. Ça a été l'adjoint de Wagner aux Jeux Olympiques de 76. C'était son adjoint. Et cet entraîneur-là, Zbigniew, il entraînait en France. Il entraînait en France longtemps, donc j'ai été beaucoup entraîné par lui. Et c'est quelqu'un qui avait, à l'époque, la volonté de faire de faire des joueurs polyvalents. C'est-à-dire, il fallait absolument qu'on sache à peu près tout faire. Et l'organisation du jeu de l'époque, si vous vous en rappelez, il n'y avait pas de centraux, il n'y avait pas d'opposés, il y avait pas. On essayait, selon les positions, de faire un petit peu tout. Des fois, on montait en balle rapide, des fois, on contrait au centre, des fois, on contrait sur l'aile. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai été relativement complet. Bon, maintenant, c'est vrai que l'essentiel de ma carrière, je l'ai presque passé au centre, mais ça a été extrêmement compliqué. Il fallait que je compense ma petite taille par beaucoup de vitesse et puis beaucoup de détente. Donc, c'est ce qui m'a permis, mais pas très très longtemps au haut niveau, de pouvoir tenir ma place comme central, et notamment quand il n'y avait pas de libéraux. Parce que quand il n'y avait pas de libéraux, ben, les centraux, il fallait aussi qu'ils soient bons derrière. Donc, moi, j'étais très bon défenseur. C'est ce qui faisait que pour l'équipe, j'avais une certaine rentabilité. Okay. En el fondo aquí, bueno, la magia de todo esto fue que a la edad de 18 o 19 años, él tenía entrenadores que eran excelentes ¿Mm? y que eran entrenadores que, sobre todo el que lo entrenaba a Eric, que era Bisnek, que era el adjoint de Wagner, ¿Mm? que eran campeones olímpicos, Polaco, exacto, sí. y la síntesis de lo que el entrenador les pedía era que los jugadores deberían ser polivalentes, es decir, no mantener una posición, sino que jugar en distintas posiciones. Universal, el antiguo jugador universal, claro. Claro. Entonces, eso es lo que tenía Eric, que independiente, que, bueno, 1,87 m, que era grande en esa, pero no era Claro, tan grande, pero él se le complicaba un poco la parte del central, pero él era muy rápido y además saltaba harto. ¿Mm? Y lo otro que tenía muy bueno, que como central atrás tenía buena defensa, Exacto, entonces podía jugar como libre. Entonces, esa polivalencia que él aprendió le permitió desenvolverse en el voleibol de alto nivel. exacto. Bueno, todos sabemos que en esa época, en los 80 especialmente, había grandes jugadores universales, los brasileros con Rachman, Montanaro, Estados Unidos con Kiraldy, y eran jugadores maravillosos de esa generación de jugadores universales, que pegaban rápidas, altas, defendían, era otro voleibol. Eh, Mm. Quiero preguntarle, por favor, Cristian, a Eric, cómo se dio que él llegara a la selección nacional? Porque era una selección que uno ve hoy día y hay figuras legendarias como Fabiani, Tilly, Blen, Jurkovic, que era una generación de grandes jugadores y tenían justamente ese estilo de juego tan lindo, tan brasilero, tan japonés. ¿Cómo fue para él llegar y cómo llegó a la selección? Voilà, après, me demande comment vous avez arrivé à l'équipe nationale. Parce qu'il y avait des grands joueurs et il y avait cette mythique un peu
de style à la brésilienne, japonaise, avec beaucoup de combinaisons, etc. Comment vous pouvez intégrer avec des grands joueurs dans l'équipe nationale, votre intégration? Non, je pense que en France, on a justement eu une génération avec des joueurs qui n'étaient pas de très très grande taille, parce que je me souviens peut-être le grand vraiment qu'on a dû avoir, ça a été Christophe Menot, qui est très jeune par rapport à nous, qui est arrivé tard. Mais sinon, en dehors de ça, des joueurs comme Éric Bouvier, c'était 1,96 m, c'était pas très grand. Stéphane Faure, 1,94 m, Laurent Tilliens, 92. Philippe Blain, 91, Fabien 87. Donc, on a eu une génération de joueurs de petite taille, mais justement qui avaient déjà beaucoup une technique individuelle très, très avancée, qui était très, très polyvalent, et qui aussi, on a bénéficié de la qualité d'un excellent passeur. Parce qu'à l'époque, c'était pratiquement le meilleur passeur du monde, Fabiani. Et comme on avait une bonne réception, on arrivait vraiment à s'en sortir face à des grandes équipes grâce à des combinaisons rapides. Je pense que c'est ce qui nous a aidé beaucoup. Je parle de ma génération parce que, en fait, à cette époque, ce n'était pas un individu qui faisait la différence. C'était en fait l'ensemble du collectif qui était talentueux et qui avait une technique individuelle assez relevée qui nous a permis bon, d'être dans les 5, 6, je veux dire, dans les 6 meilleures nations mondiales. Parce qu'on n'a jamais quand même été les meilleurs du monde. Hein. Parce qu'il y a toujours, à un moment donné, il y a les Russes, par exemple, qui avaient un physique aussi. En plus du physique, ils avaient aussi des qualités techniques qui ont fait que bon, on ne pouvait pas les dominer. Et puis après, les Américains qui sont arrivés, eux, avec une organisation qui a surpris tout le monde. Et bon, finalement, on a fini par s'adapter, hein, mais qui a surpris tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont eu une génération où ils ont gagné toute cette compétition, parce qu'ils ont eu une organisation de jeu qui a optimisé chacun des joueurs sur son poste et ils ont été performants pendant une dizaine d'années. Bueno, me cuenta Eric que bueno, el equipo que él conformaba no eran jugadores tan altos, es Claro, decir, bueno, tan altos para la competencia en la sí, cual existe, es decir, habían jugadores de 1,92 m, 96, más grandes, sí, había un jugador que era bastante joven, que era el más alto, Christophe Guinaut, pero era más joven, claro, pero habían jugadores de 1,87 m, etcétera, etcétera, pero ellos tenían un excelente armador sí, y una excelente recepción. exacto, Entonces, con esos dos puntos, ellos podían desenvolverse en el juego. Y además, en el fondo no tenían un jugador que era el mejor o que realmente hacía diferencia, sino que ellos trabajaban realmente en equipo. equipo, Y sí, ese equipo los llevó en esa oportunidad, en ese momento, a estar entre los 5 o 6 mejores equipos del mundo. exacto, En esa época Rusia tenía un equipo que era espléndido, la altura era muy alta y además técnicamente era muy bueno. sí, Y los americanos también en esa época tenían una organización y una optimización de juego que era un poco nueva y que también lo llevó a ganar muchos campeonatos en ese periodo. Pero ellos mantenían entrar entre los 5 mejores equipos del mundo. sí, sí. Bueno, uno hoy día, gracias a la tecnología y YouTube, uno puede ver muchos partidos de esa época. Y ese equipo, a mí lo personal me gustaba mucho porque tenía el sistema de juego que veían dos rápido y el otro iba por atrás, para el medio, por cuatro. Tenían una forma de enfrentarse a los equipos más potentes que lo hacían ellos muy eficientes, tal como lo hizo Brasil cuando hablé, por ejemplo, con William o con Bernard, que ellos eran más bajos y buscaron una solución para jugar frente a los equipos europeos, los rusos, los polacos, los checos. Entonces, era un equipo muy bonito. Y también, entre paréntesis, como hoy día Philippe Blen entrena a Japón, como que también me trae un poco de recuerdos del juego francés hoy día en Japón, que es rápido, es bonito, que es un equipo, que no es un jugador, que es un equipo, y es muy bonito. Eso como reflexión, querido Cuesito, pero quería un poco seguir la conversa y comentarte también que yo no entiendo francés, pero se entiende el general, es muy bonito. Oye, quería un poco seguir la conversa, Huesito, que le preguntes, porfa, porque él jugó los Juegos Olímpicos en Seúl y jugó con un equipo francés que era muy potente. ¿Cómo fue para él jugar un Juego Olímpico, representar a Francia, jugar contra los mejores del mundo? ¿Cómo lo vivió él? Quelle a été votre expérience de jouer des Jeux olympiques? En, Vraiment représenter un pays, une nation et jouer avec les meilleures nations dans un
Disons que Olympiques. oui, ça a été vraiment un aboutissement parce que je me souviens, cette génération, euh, on s'est qualifié aux Jeux en 1987 lors des championnats d'Europe où on a fini second derrière la Russie. Je pense que c'est le meilleur niveau qu'on avait atteint. Mais je pense que aussi, quand on a été aux Jeux Olympiques, pour nous, en fait, c'était un aboutissement d'aller aux Jeux Olympiques. Mais on n'était pas vraiment préparé mentalement pour aller y faire un résultat. On était tellement satisfait d'y aller que, effectivement, on s'est préparé, mais je pense que mentalement, on n'a pas été prêt à faire un résultat. Après aussi, il nous est arrivé de mésaventures, c'est-à-dire pendant la poule, on a Fabiani qui s'est blessé, le passeur qui s'est blessé. Bon, derrière ça, c'était pratiquement le poumon de notre équipe. On n'a pas pu arriver au résultat escompté. Mais ça nous a permis quand même de voir, dans un premier temps, quelle était la dimension des équipes qui se préparaient vraiment pour aller faire un résultat aux Jeux Olympiques. Bon, malheureusement, dans les années d'après, on n'a pas eu l'opportunité de le faire. Mais je pense que, étant donné que les coachs de cette époque-là, le coach qui était notre coach à cette époque-là, qui était Eric Daniel, bon, c'était Gérard Castan aussi. Je pense qu'ils se sont beaucoup servis de cette expérience pour former la génération actuelle, parce que la génération actuelle est passée beaucoup entre les mains d'Éric Daniel. Et je pense que si on a été champion olympique, on lui doit également beaucoup. C'est vrai, Laurent Tilly, c'est le coach, hein, mais on lui doit également beaucoup parce que c'est Éric Daniel qui a permis de sortir des joueurs aussi exceptionnels avec, on reconnaît beaucoup l'équipe de France aujourd'hui dans les qualités d'avant. Beaucoup de belles réceptions, beaucoup de bonnes défenses, du jeu extrêmement rapide, l'organisation du jeu au niveau de la passe. C'est quelque chose qui a été amené par Éric Daniel au niveau des jeunes de la génération. Bon, maintenant, ils ont un peu plus de moyens physiques que nous, mais pas encore assez. Ils ont un peu plus de moyens physiques que nous pour rivaliser avec les meilleures nations mondiales. Mais ce n'est pas encore assez parce que devant eux, il reste la Pologne, il reste même le Brésil, hein, il reste des nations qui sont beaucoup plus fortes qu'elles. Mais la culture, en fait, qu'on avait en France du volley reste presque la même, avec plus d'exigences sur le plan physique. Donc, en fait, bueno, en el fondo, los Juegos Olímpicos para ellos fue un logro, como Sí, realmente de todo lo que ellos hicieron era como llegar casi a una meta, ya. exacto. Eh, entonces ya era algo importante, eh, llegar a ese logro. Mentalmente no estaban muy bien preparados, ¿Ya? porque llegar a una instancia, a unos Juegos Olímpicos, necesitas entrenarte todavía mucho más. Sí, Y ellos tuvieron, desafortunadamente, en los matches de pool, se les lesionó el armador, que era Fabiani, y entonces era el pulmón del equipo. exacto. Pero, sin embargo, los entrenadores que ellos tenían sacaron lecciones de eso. Mira, Entonces, ya no era solamente ser bueno a nivel europeo, a nivel mundial, en torneo, a nivel de club, sino que para los Juegos Olímpicos sacaron esa lección que mentalmente también tenían que entrenarlo, y ahí estaba el entrenador que era Eric Daniel, que tomó los jóvenes y gracias a la experiencia que ellos tuvieron en Eric en esa Olimpiada han podido lograr sacar medalla olímpica actualmente con los equipos de Francia. Es decir, mantuvieron esa misma filosofía en el sentido de tener una buena técnica, jugar rápido, buena recepción, pero además esa cultura, pero además le agregaron la parte mental para poder salir adelante y se le debe mucho a las medallas actuales que tiene Francia, a la generación en la cual Eric participó en la Olimpiada. bueno, es muy interesante lo que estamos conversando y también lo que conversamos contigo fuera de cámara, Cristian, esto del voleibol francés, que uno quizás sabe poco, pero ve mucho, porque en el fondo la medalla de oro en Tokio no llegó sola. Se nota que había un trabajo muy largo y muy interesante saber que Eric participó en ese proceso. De esta filosofía francesa del voleibol que antiguamente no era tan famosa versus hoy, porque obviamente era más conocida la escuela brasileña, la escuela japonesa, la escuela rusa, los americanos, pero la escuela francesa, como dices tú, uno nota esto de la mezcla
táctica, física y principalmente la personalidad, porque uno puede ver también, seguro que él sabe mejor que nosotros la personalidad, por ejemplo, de su hijo Ervin, que en el fondo traduce toda esa pasión por el voleibol, esa pasión, esa fuerza, esa ganas de jugar y ganar en la cancha. Entonces, un poco como reflexión, es muy cierto lo que dice Eric con respecto a esta evolución de esta generación que partió con esas grandes figuras entonces. Bueno, y hoy día uno ve a Tilly, qué sé yo, a Blen, que están haciendo también su trabajo en otros equipos, como también con el mismo Eric. Entonces quería un poco preguntarle, Huesito, le preguntas porfa a Eric, ¿cómo fue para él eso de jugar en una selección que marcó una época y después darse cuenta que él quizás quería seguir como entrenador o no? O qué pasó por su mente de decir, voy a seguir jugando hasta tal edad, voy a estudiar o voy a ser entrenador? ¿Cómo fue el proceso para él después de los Juegos Olímpicos? O quizás lo tenía pensado antes, un poco para entender bien cómo fue su evolución como deportista. Euh, une fois, bon, toute cette expérience aboutit en fait dans le volleyball. Au moment de faire le choix d'être entraîneur, qu'est-ce que ça passait dans votre tête? Vous, c'était, je sais pas, pourquoi vous avez choisi être entraîneur et pas un autre rôle dans le volleyball? Quelle c'était votre Ouais. motivation? Ça a été aussi un concours de circonstances. Bon, vous savez que le volleyball, c'est pas un sport où il y a énormément d'argent. Et quand on a commencé à payer des joueurs en France, je fais partie de la génération qui ont commencé à gagner un tout petit peu d'argent en France. Mais ce n'était pas tout à fait comme professionnel. Les clubs, en fait, ils exigeaient que pour qu'ils nous donnent une petite indemnité qui nous permettait de poursuivre nos études, il fallait qu'on encadre des jeunes. Okay. On encadre des jeunes. Il y a tous les joueurs donc, de mon équipe à l'époque, je peux vous citer, et d'ailleurs, il y a presque tous ont été entraîneurs, tous les joueurs de mon époque, Stéphane Faure, Éric Daniel, Éric Morisset, Pierre Bezeau, Hervé Mazon. On était à Asnières et pour gagner l'équivalent de 1500 francs de l'époque, je ne sais pas combien ça fait d'euros aujourd'hui, ça fait dans les 150 euros par mois, on était obligé d'entraîner une équipe de jeunes 2 fois par semaine et de l'accompagner en déplacement le week-end. Et comme on a fait ça plusieurs années, ben, c'est quelque chose qui nous a plu. C'est quelque chose qui m'a plu. Et donc, en étant professionnel par la suite, même quand je n'étais plus obligé d'entraîner, parce qu'on s'entraînait beaucoup et on gagnait de l'argent en jouant, je n'ai jamais été écarté de ce métier-là, parce que je l'ai fait pendant un bon moment et ça m'a beaucoup intéressé. Et donc, forcément, à l'approche de la fin de ma carrière, j'ai commencé à passer tous les diplômes qui étaient nécessaires pour devenir entraîneur. C'est un petit peu comme ça que je suis devenu entraîneur. Super. Bueno, me cuenta que un poco fueron las circunstancias. En el fondo, el voleibol es un deporte que no se gana mucho dinero. Entonces, en Francia los salarios eran muy pequeños también. Entonces, una de las cosas que les pedían era que se les pagaba un poco, pero tenían que entrenar equipos jóvenes 2 veces por semana y acompañarlo el fin de semana a los partidos. Entonces él empezó así, ganaba un poco de dinero y se mantenía en el voleibol y veía, entrenaba y eso comenzó con el tiempo a gustarle, porque se mantenía en el medio del voleibol y además le gustaba. Y así fue que después empezó a pasar los diplomas para venir entrenador. Claro. Entonces así fue su experiencia como para llegar a entrenador. Buenísimo. Por favor, pregúntale cómo ha sido hasta ahora su experiencia, porque claramente es distinto ser jugador a ser entrenador, a estar en la cancha, a estar jugando en plena acción, a ser entrenador, a planificar, a hacer trabajo táctico, estadístico. Bueno, tú lo haces, Huesito, en Suiza, el tema de estadística, el tema de planificación de entrenamiento, que es muy complejo. ¿Cómo ha sido para él ahora? Y desde que empezó a entrenar esta vía post-jugador activo.
Alors, Alfredo, il me demande comment c'était votre activité actuellement dans le sens de les entraîneurs aujourd'hui ils utilisent les statistiques, il y a une planification, il y a la vidéo, il y a plusieurs voilà, moyens qui ne s'utilisaient probablement pas assez avant. Et comment vous le mettez en place aujourd'hui dans votre profession comme entraîneur? Alors, bon, malheureusement, vous savez très bien que la carrière d'entraîneur, elle est très fluctuante. Des fois, vous avez la possibilité d'être dans un club qui a beaucoup de moyens, qui a beaucoup d'ambition, et d'autres fois, euh, vous avez la solution de votre travail, c'est d'être dans un club qui a beaucoup moins de moyens. Alors, là où c'est très, très difficile pour moi, et bien ou pour certains entraîneurs qui ont joué au niveau auquel j'ai joué, c'est lorsqu'on est dans des clubs qui n'ont pas énormément de moyens, mais surtout qui n'ont pas la culture du très haut niveau et qui veulent quand même avoir des résultats alors qu'ils n'ont pas les moyens de mettre les conditions en place pour les avoir. Bon, avec l'âge aujourd'hui, je suis un petit peu plus philosophe, c'est-à-dire que ben, lorsque je suis approché par un club, je prends vraiment la mesure de quelles sont les possibilités que ce club a de me donner les moyens de parvenir à optimiser mon travail. Alors, là, aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire, je suis à Nancy pendant 2 saisons, j'ai entraîné, je n'avais pas de préparateur physique, euh, je n'avais pas de statisticien et je n'avais pas d'adjoint. Ça a été extrêmement compliqué, mais très, très rapidement, j'ai commencé à faire comprendre aux dirigeants du club que le volleyball, pour pouvoir avancer au niveau où ils veulent arriver, il va falloir qu'on multiplie le staff parce qu'avoir un staff complet, ce n'est pas seulement pour s'amuser. Aujourd'hui, la dimension stratégique a atteint un tel point que si vous ne pouvez plus gagner si vous n'avez pas de stratégie. Et pour faire de la stratégie, on est obligé d'avoir un travail de scout, c'est-à-dire d'avoir des images vidéo pour pouvoir analyser le travail qu'on fait. Aujourd'hui, pour pouvoir avoir de très bons résultats, c'est impossible de ne pas travailler sur le plan physique. Alors, nous, comme on est entraîneur, on a eu des formations de base où on a un minimum de capacité pour pouvoir préparer physiquement les joueurs. Mais c'est insuffisant. Il faut absolument que ce soit un spécialiste de la préparation physique qui prenne en charge l'équipe pour l'amener à haut niveau. Donc, lorsqu'on est dans un club qui n'a pas les moyens, ben, on souffre beaucoup, mais on essaie de faire avancer les choses. C'est vrai que, bon, par ailleurs, il y a des fois où j'ai été dans des clubs où c'était le top, il y avait absolument tout ce qu'il fallait. Bon, à partir de ce moment-là, c'est quasiment, on va dire que c'est c'est la qualité du recrutement, c'est la qualité du joueur qui va pouvoir faire la différence en termes de résultats. Mais le métier d'entraîneur, il faut accepter qu'un jour, on est dans de très bonnes conditions et profiter de ces instants pour avoir des bons résultats et faire du bon travail, toujours en étant d'être excellent. Et puis, lorsqu'on a moins de moyens, ben, il faut essayer quand même d'avoir des résultats et puis utiliser les compétences qu'on a par ailleurs pour se substituer au personnel qui nous manque pour devenir bon entraîneur, enfin, pour avoir un résultat. Bueno, su carrera como entrenador es fluctuante en el sentido de que depende a qué club tú llegas, Claro, qué medios tiene qué medios financieros tiene el club que te puede otorgar. No basta que llegue un entrenador de una categoría y se piensa que se van a ganar todos los partidos y ganar torneos y ese estilo. Um, Hoy en día Eric tiene una visión con toda su experiencia bien filosófica y ha tomado en cuenta todo eso, es decir, a los equipos al cual que ha llegado, él ve primero cuáles son los medios que el club le va a otorgar. sí, Uh, Hoy en día está en Nancy, ya es su segunda temporada, pero comenzó sin preparador físico, sin estadístico, sin adjunto, y él dio a entender a la dirigencia que además de tener buenos jugadores, se necesita un staff para llegar y poder optimizar la planificación. exacto, Porque sin eso es muy difícil hoy en día poder rivalizar otros clubes que tienen esos medios y que tienen, que pueden optimizar a sus jugadores de una manera mejor. Entonces, hoy en día eso es
clave, tener el school, la estadística, analizar los videos. Y si tú no tienes gente capacitada en tu staff para el preparador físico, independiente si él es entrenador, él tiene nociones de preparación física, Claro, pero son nociones. Necesitas un preparador físico para especialista, que claro, físicamente el atleta esté en óptimo estado. Entonces, ha sido de esa manera. Él ha tenido clubes con alto presupuesto, con bajo presupuesto, pero él trata realmente de ver cuáles son los medios que le va a otorgar el club y cómo él va a poder desenvolverse como en la carrera de entrenador. buenísimo. Bueno, nosotros también conversamos fuera de cámara con respecto a Francia, lo que tú me comentabas de cómo es un poco el voleibol en Francia, especialmente, por ejemplo, lo que tú me comentabas, que allá es por comunas o por ciudades, no recuerdo bien, que le preguntes, porfa, cómo ve él el voleibol francés actual en base al tema que tú me hablabas del tema del financiamiento, de cómo funciona esto y que un poco que nos dé también su experiencia personal al respecto. Claro, Alfredo, il me demande comment vous voyez en fait la Ligue française actuellement. Il a évolué énormément. Et comment il se finance? Est-ce que c'est les communes qui donnent un peu d'argent? Comment c'est la façon de que les équipes ils puissent survivre? Comment ils peuvent en fait se développer dans les Mm. milieux de chacune de la Ligue, en fait, de la Ligue Mm. française? Alors, la Ligue française, c'est une ligue, enfin en France, je la situe, c'est peut-être la quatrième, cinquième ligue au niveau de l'Europe. Derrière, bien sûr, la Pologne, l'Italie, la Russie, et puis probablement la Turquie même. Mais Mhm. seulement, c'est une ligue qui évolue, qui essaie de se professionnaliser le plus possible. Alors, aujourd'hui, ils ont créé ce qu'on appelle la licence club. La licence club, donc, c'est un cahier de charge. C'est-à-dire que dans quelques années, si on n'a pas cette licence club, on ne pourra pas évoluer en ligue professionnelle. Alors, dans cette licence club, il y a un cahier de charge. Il faut qu'il y ait une salle de minimum 2000 places. Il faut que le budget du club soit composé avec un minimum d'argent public, c'est-à-dire un minimum d'argent public. Il faut que l'équipe ait au minimum 12 joueurs professionnels avec des salaires minimums. Il faut que le staff soit composé de un entraîneur adjoint, un statisticien, un préparateur physique et un médecin et un physio. C'est-à-dire qu'ils ont fait un cahier de charges de telle sorte que si vous n'avez pas la licence club avec un certain minimum de points, vous ne pouvez pas évoluer en ligue professionnelle. Alors, ils essayent d'avancer petit à petit pour se rapprocher des clubs de très, très haut niveau qui sont en Italie. Mais il y a beaucoup de casses, c'est-à-dire il y a beaucoup de clubs, malheureusement, qui n'arrivent pas à suivre, notamment les clubs qui vivent beaucoup d'argent public. Ils ne vont pas avoir suffisamment de points en licence club. Parce qu'il se passe quelque chose sur le plan économique aujourd'hui, c'est que l'État se désolidarise un petit peu de certaines tâches dans les régions. Donc, ça veut dire ça que les régions ne peuvent plus donner beaucoup d'argent au sport. Elles sont obligées de garder l'argent pour des choses considérées comme beaucoup plus importantes, comme l'école, comme les hôpitaux, comme etc. Donc, il y a moins d'argent qu'on va donner au sport. Ça veut dire que les clubs vont être obligés d'aller chercher des sponsors privés. C'est vers ça qu'on est en train de tendre au niveau de la Ligue nationale de volley. Aujourd'hui, on est 14 clubs, mais leur objectif, c'est pouvoir faire une ligue fermée dans quelques années. Mettons une ligue où, pour jouer dans la ligue professionnelle, comme en NBA, ben, il faut une salle, il faut tant de millions d'argent, il faut, pour qu'il n'y ait plus de descente ni de montée, mais que ce soit vraiment une ligue professionnelle qui évolue avec donc des contrats qui sont signés avec des télévisions, etc. C'est vers ça qu'ils tendent, mais il y a beaucoup, beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de clubs qui ne sont pas vraiment prêts à avancer à fond dans le professionnalisme. C'est l'état actuel du volleyball au niveau national. Okay. Mais
parallèlement à ça, la Ligue, surtout la fédération, la Ligue et la fédération font tout pour maintenir le système de formation de jeunes joueurs d'élite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, il y a presque toute l'équipe de France, hein, les 14, 15, 16 joueurs, c'est des joueurs qui sortent de ces structures-là et qui vont jouer à l'étranger. Mais ils vont jouer à l'étranger parce qu'il y a beaucoup plus d'argent à l'étranger. Mais au niveau national, aujourd'hui, l'objectif vraiment de la Ligue nationale, c'est de se professionnaliser au maximum pour avoir au moins des contrats télé qui leur permettent en fait de ne plus vivre de l'argent de l'État. Perfecto. Bueno, me habló muchas cosas. Está interesante. C'est vrai, c'est beaucoup, hein? Ah, La en el licence. fondo, la liga francesa actualmente es entre la cuarta y la quinta liga más importante en Europa. Sí. Antes está la italiana, la polaca, la rusa, de Turquía. Ellos lo que se hace es que cada club necesita una licencia de club, se llama License Club, la Ok, License Club. sí, ¿Y qué es lo que tiene esta License Club? Tiene una lista de cosas que se deben cumplir para tener esta License Club. Entre esa lista está que tiene que haber una sala mínima una sala, una de campo de juego, tiene que haber un cierto presupuesto, tiene que haber un mínimo de presupuesto que viene de la parte pública, de la municipalidad, sí, etcétera. Tiene que tener un mínimo 12 jugadores profesionales que tengan claro, un salario mínimo profesional y mantener un staff de entrenador, estadístico, preparador físico, médico, fisioterapeuta. Es decir, tienen que cumplir esa lista para obtener esta licencia de club. Ahora, actualmente hay 14 clubes en Francia ya, y lo que pasa hoy en día es que se trata de profesionalizarlo, mantener esta lista, ¿no es cierto?, de requerimientos que se necesita y a la vez buscar financiamiento privado. ya, Principalmente porque ya las regiones, en vez de enfocarse en ciertos deportes, se están enfocando más en la escuela, en los hospitales. Entonces, se trata de profesionalizar la liga francesa, pero también buscar un ámbito privado. Es decir, lo más importante para ello es que los partidos se puedan televisar, porque al sí, televisarlo están los sponsors, exacto, etcétera. Entonces, y eso también atrae la empresa privada. ya, sí, Ahora, esa lógica ha estado evolucionando, ¿no es cierto? Está pasando un poco y es lo que ellos buscan es tener una liga cerrada, si se puede decir, que se mantengan esos 14 equipos en el cual puedan competir y que puedan, ¿no es cierto?, tener un buen nivel y que se acerquen a la empresa privada a través de la televisación de los partidos. partido. Y una cosa que está haciendo mucho la federación, y que eso se ha dado también mucho hincapié, que también hay mucha formación de la élite, de los jóvenes, Perfecto, para que los jóvenes puedan irse a jugar también a otras partes de Europa que van a también tener un alto nivel, claro, se les va a pagar mejor y que para que los jóvenes el voleibol sea realmente su profesión. Y eso les ha dado bastante fruto, generalmente porque han salido campeones, últimamente salieron campeón de la sub-19 en el sí, Campeonato Mundial en Argentina, entonces exacto. eso es lo que se busca. No se puede llegar a una liga como la italiana, pero buscan de profesionalizar realmente el voleibol y esa ha sido la evolución en los últimos. Súper interesante, súper interesante. Gracias por la traducción. Mhm. Eh, Quería también preguntarles al respecto justamente de lo que estamos conversando. Después de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿se ha producido un cambio a nivel de masividad del voleibol? Porque en Francia, todos sabemos que en Francia el fútbol es muy fuerte, el Tour de France de ciclismo, hay otros deportes que son el tenis, que son muy importantes, el básquetbol.
¿Cómo ha visto él si tal vez después de los Juegos Olímpicos o las medallas que han ganado, el voleibol tiene más exhibición, tiene más importancia? ¿O cómo lo siente él que quizás aún le falte para que el voleibol sea más popular todavía? Ok, après la médaille d'or les Jeux Olympiques à Tokyo, Mm. comment vous voyez en fait le volleyball en France? Parce qu'en France, vous savez des autres sports qui sont très Ouais. compétitifs, que les personnes, il y a plus de sponsors, comme le football, les Tours de France, les basketball, le handball, le rugby maintenant qui vont faire la Coupe du Monde. Donc, et probablement, moi, j'avais aussi, j'ai des amis, en fait, qui suivent des autres sports, mais pas le volleyball, et je disais, voilà, mais la France, il a gagné la médaille d'or en volleyball. Ah oui, ils n'étaient même pas au courant. Ouais, ouais, bien Donc, sûr. comment cette réussite d'avoir une médaille olympique, comment il rentre aujourd'hui dans la compétition avec les autres sports en France? Enfin, de mon point de vue, la place du volleyball dans les médias français n'a pas beaucoup changé. Elle n'a pas beaucoup changé. La seule répercussion qu'il y a eu de très importante au niveau du volleyball en France, c'est que les clubs ont été dépassés par le nombre de jeunes joueurs qui voulaient s'inscrire dans les clubs. Mais les clubs n'étaient pas du tout préparés à ça. Ils ont même été obligés de refuser parce que les clubs n'avaient pas suffisamment de salles, n'avaient pas suffisamment de créneaux horaires, n'avaient pas suffisamment d'entraîneurs pour pouvoir encadrer ces jeunes joueurs. Mais il y a eu beaucoup de demandes de jeunes joueurs, garçons et filles, qui ont voulu s'inscrire au volley. Mais sinon, la place du volleyball dans les médias, ça n'a quasiment pas changé. C'est vrai que lorsqu'on retransmet un match de l'équipe de France aujourd'hui, on dit oui, ils ont été champions olympiques, etc. Mais ce n'est pas pour ça que ça a changé la place du volleyball au niveau des médias. Le rugby est toujours devant, le football est toujours devant, le basket, bon, par la NBA est toujours devant, le handball, de par ses résultats, dans la durée, ils sont toujours devant. Bon, mais ça n'a pas foncièrement changé grand-chose. Okay. Bueno, Eric me dice que luego de ganar la medalla de oro en Tokio, en Francia, no hubo mucho cambio al respecto. ¿En serio? ¿Entiendes? Principalmente porque hay otros deportes que mantienen una mayor... Ciencia en medio, claro. claro, está sobre todo el fútbol, el handball es súper Rugby, fuerte, mundial, el fuertísimo. rugby que va a ser el mundial Sí. próximamente. Sin embargo, hubo una repercusión en los jóvenes. Mira, Es decir, los clubes se vieron de pasado del número de jóvenes que querían hacer voleibol. mira, qué bonito. Y los clubes principalmente tuvieron que no aceptar a muchos jóvenes porque no tenían una Capacidad, claro, sala, no tenían entrenadores, claro. no tenían horarios para poder bajar. Es decir, hubo una vaga, una ola de jugadores de masculino y femenino que querían hacer el voleibol. Y eso esa fue la repercusión, si se puede decir un poco, que hubo en Francia. Pero los clubes se vieron desbordados, no podían aceptar a toda esa ola de jóvenes que querían probablemente mucho solamente experimentar, Claro. tener, voilà, claro, algo con respecto al voleibol. Mira, qué interesante. Oye, quería también preguntarle a Eric, me imagino que como papá tiene que haber estado muy orgulloso de ver a su hijo jugar los Juegos Olímpicos y ser campeón olímpico, pero quería que le pregunte, por favor, cómo lo vivió él como ex jugador olímpico, además compañero de Laurent Telly, de ver al equipo salir campeón olímpico de una final que fue una locura. Pregúntale, por favor, cómo vivió él esos Juegos Olímpicos y especialmente la final. Alors, comment vous avez vécu les Jeux Olympiques en Tokyo? Parce que vous avez votre fils qui jouait, vous avez aussi des collègues comme Laurent Tilly, voilà. Comment vous avez vécu la médaille d'or en Tokyo? Donc, comme vous savez, en fait, la compétition a très mal commencé pour la France. Et
J'ai discuté un petit peu avec Arvin avant, et effectivement, leur fin de préparation, avant d'aller au jeu, leur fin de préparation, ils n'ont pas eu de très très bons résultats lors des derniers matchs qu'ils ont fait avant d'aller au jeu. Donc, c'était un petit peu, comment dire, ça a été une agréable surprise parce qu'ils ont très mal commencé, Mm. mais petit à petit, en avançant, on a vu que leur niveau a augmenté considérablement pour arriver finalement à ce jour où ils ont sorti, enfin pour mon point de vue, hein, ils ont sorti le meilleur match qu'ils aient sorti des Jeux, alors que pendant 2 sets, ils ont dominé, mais les 2 sets d'après, ils ont été malmenés par la Russie et ils ont fini quand même par gagner. Donc, on est passé en fait par tous les étapes. D'un très grand niveau d'inquiétude pendant toute la compétition à un énorme niveau de satisfaction lors de la finale. Ok, Je vais un peu résumer ça comme ça. ok. On était très, très inquiets dès le départ, très inquiets. Voilà. Él me dice que al comienzo el equipo estuvo bastante inquieto porque no tuvieron buenos resultados en la preparación. Cuando comenzaron las Olimpiadas tuvieron malos resultados al comienzo y él lo comentaba también con su hijo, con Ervin, que no estaba muy bien, ¿eh? Pero poco a poco fueron ganando confianza, y fue una sorpresa agradable, si se puede decir, porque en muchas circunstancias ellos habían set que los perdían, pero después volvían y realmente progresaron bastante en el torneo, que llegaron a un muy buen nivel. Es decir, así fue la experiencia, y principalmente cuando jugaron con los rusos, que perdieron 2 sets. Sí. Después volví, entonces esa fue la lógica de la experiencia que tuvieron. Es decir, comenzaron muy mal y dieron un chip que después pudieron llegar al mejor nivel del campeonato, del torneo de la Olimpiada. Oye, bueno, y la pregunta obligada, París 2024, ¿cómo ve él que se va a vivir, además de todo el festejo, todo lo que va a haber para los Juegos Olímpicos, que es el evento más grande deportivo del mundo? Y además, para el voleibol es lo más importante, porque en el fútbol tú sabes que el mundial de fútbol es más importante para el futbolista, pero para el voleibolista los Juegos Olímpicos es lo más importante, es la cúspide. ¿Cómo siente él y cómo ve él que va a ser Francia en los Juegos Olímpicos? Yo sé que aún falta, cuando estamos jugando torneos clasificatorios, campeonatos europeos. ¿Cómo ve él desde su mirada tanto el equipo masculino como el proceso femenino? Bon, les Jeux olympiques en France en 2024 à Paris sont bientôt là. Euh, Oui. Comment vous voyez les équipes masculines et féminines en France, et comment vous pensez qu'ils peuvent évoluer dans cette compétition? Surtout pour le monde de volleyball, les Jeux olympiques, c'est vraiment la cathédrale, c'est vraiment là, parce que le football, c'est la Coupe du Monde, mais pour le volleyball, vraiment, c'est les Jeux olympiques, les moments sublimes pour chacune des joueurs. Comment vous voyez en fait les équipes françaises dans cette compétition? Bon, je vais commencer par les filles parce elles viennent de perdre en quart de finale contre l'Italie. Le volleyball féminin a énormément progressé parce que ça fait donc 2 championnats d'Europe qui font successivement et avec des joueurs talentueuses qui commencent à aller évoluer à l'étranger. Mais on s'aperçoit quand même que je ne sais pas si en un an, c'est-à-dire de maintenant jusqu'à l'année prochaine, elles vont pouvoir rattraper tout ce qui leur manque pour passer sur le podium. Parce qu'il y a l'Italie, il y a la Serbie, bon, là, il y aura le Brésil, bon, on ne sait pas encore s'il y aura la Russie, bon, il y aura la Turquie. Enfin, il y a des équipes qui sont vraiment fortes. Tout en ayant progressé, je pense qu'au niveau de l'équipe de France féminine, il manque 2 à 3 joueuses d'un niveau exceptionnel qui puissent leur permettre de faire la différence, comme ont les équipes italiennes. Aujourd'hui, on a vu Egonou et puis la Russe. Ils ont 2 joueuses à 2 mètres qui sont des opposés. Bon, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent avoir ça. Donc, je pense que pour la France, si jamais elle arrive en demi-finale, je pense que ça sera vraiment un exploit. Bon, maintenant, concernant les garçons, ça va beaucoup dépendre de l'état de santé des 9-10 joueurs
qui sont les plus importants du groupe. Bon, c'est des joueurs qui, on l'a dit, hein, ce pas des joueurs qui soient très, très physiques. C'est des joueurs qui ont des bonnes tailles, même relativement modérées. Donc, c'est des joueurs qui jouent avec beaucoup d'énergie et qui maintenant auront 3 ans de plus que 2021. Il va falloir d'abord qu'ils arrivent tous en très bonne santé au niveau de la préparation des Jeux. Et je pense que les prochains Jeux olympiques, je ne sais pas encore si la Russie sera là, je pense que ça sera très, très ouvert entre les Américains, les Italiens qui sont en grosse croissance, les Polonais, les Slovènes, bon, l'Argentine, parce que l'Argentine, c'est une très, très bonne équipe hein, qui est capable de faire de très, très bonnes choses. L'Argentine, justement, je la vois un peu comme la France, c'est-à-dire qu'il y a 8, 9 joueurs, il n'y a pas beaucoup de joueurs, il y a 8, 9 joueurs qui sont bons et il faut vraiment que les bons soient bons en même temps pour avoir les résultats. Moi, je considère que la demi-finale, c'est le minimum qu'on peut attendre de la France. Et par contre, pour la médaille d'or, je ne peux pas me prononcer, ça sera extrêmement ouvert. Ok. Bueno, él comienza con el equipo femenino, es decir, el equipo femenino en Francia ha progresado mucho. Ellos calificaron para la Serie A del BNL y acaban de perder solamente con Italia, que era el gran Sí, favorito en el cuarto de final exacto. de la CEP, de la Confederación Europea de Voleibol. Eh, Él me dice que le faltarían probablemente dos o tres jugadoras de un buen nivel para que realmente estén entre los top de los equipos femeninos. Él espera que en un año, que es lo que queda, si se puede realmente progresar aún más. Pero hay equipos que son difíciles, porque no se sabe si Rusia va a participar. Italia, que es un equipo súper, súper bueno, que tiene jugadoras de 2 metros casi prácticamente y que juega muy bien. El equipo de Turquía también, que es Sí, sí. espectacular. Entonces, para él sería ver si esas condiciones de preparación de un año y que hayan algunos jugadores que puedan, ¿no es cierto?, aumentar su nivel de poder llegar a una semifinal sería realmente grandioso para un equipo que está en evolución Sí, de las damas. ¿Mm? Con respecto a los varones, todo va a depender del estado de salud de los jugadores. ya, Es decir, si del plantel que tienen, entre los 9, 10 jugadores que estén en un buen estado de salud físicamente, se puede obtener algo. Es decir, los jugadores en Francia, los actuales, tienen mucha energía, gastan mucha energía, pero si no están físicamente o a punto o de un punto de vista de salud, que no estén lesionados y cosas así, se puede llegar bastante arriba. Pero él encuentra que para llegar a una medalla de oro, para obtener una medalla de oro, está bastante abierto. Es decir, los americanos pueden tenerlo, puede ser el Polonia, que son sí, candidatos, Italia, italiano, Japón, y habla también un poco de Argentina. Argentina lo pone en muy el lindo. mismo situal de Francia, que tienen un plantel de 18 jugadores que son a un muy buen nivel, pero lo importante es que todos estén a un buen nivel y de una manera física optimal. Ahora espera que Francia pueda estar en el masculino en la semifinal, pero para llegar a la de oro está realmente abierta. Muy Ahí realmente está abierta la manera que se puede obtener esa Oye, el medalla. voleibol está muy, muy difícil y muy lindo. Quiero en pos del tiempo, darte las gracias a ti, Cristian Huesito, porque es un trabajo difícil la traducción, no es fácil, em, pero, pero, Remerciement traduction, ils disent que c'était parfait. pero mira, J'espère el francés se avoir entiende, donné les bonnes idées que tu m'as donné, Eric. Merci beaucoup. el francés, cuando se habla lento se entiende el contexto, pero es muy bonito y quiero darte las gracias, Cristian, porque yo sé que es un esfuerzo y te pasaste, te luciste como traductor y te doy la gracia enorme porque,
porque el trabajo es muy bonito, especialmente cuando hay mucha información, pero lo lindo es que hablamos el mismo idioma. Y también, por supuesto, quiero darle de nuevo las gracias a Eric por su tiempo. La vez pasada lo intentamos, él lamentablemente se sentía un poco mal, pero para mí ha sido un honor hablar de nuevo con Eric, porque él es parte de esta generación maravillosa del voleibol francés mundial, que hoy día está mostrando unos resultados maravillosos a nivel de clubes, de selecciones, hombres, mujeres, y que da mucha envidia sana desde Chile, pero da también mucha alegría ver que el voleibol es tan hermoso hoy día, mostrando que es un deporte que evoluciona, que mejora, que atrae mucha gente. La verdad que para mí ha sido una alegría contar contigo de nuevo, Eric. Te deseo mucho éxito en lo que viene, a ti, a tu familia, a tu hijo, a tu trabajo. Entonces, la verdad que para mí ha sido una alegría, y obviamente contar con mi amigo Cristian Huesito al lado, ayudándome también, y ojalá que vengan más entrevistas en francés, sería muy bonito. Así que muchas gracias a ambos. Mhm. Bon, je voulais te remercier énormément pour ta gentillesse de partager ton expérience. Mhm. Cette fois, voilà, il m'a remercié aussi à moi que j'avais fait un peu les points C'est un très grand pour travail. partager tout ça et qu'il trouve que, en fait, le volet, c'est très joli, Oui, ça va dans des autres pays. Nous, oui, on les voit un peu plus loin parce qu'on est Chili, mais on a voilà, des grandes équipes comme l'Argentine, le Brésil. Et nous, on essaye toujours d'être voilà, plus proche. Et ça nous donne aussi connaître l'expérience en France parce que c'est très gratifiant pour les joueurs d'entendre ton expérience et pour partager aussi tes points de vue, que c'est magnifique. Donc, Alfredo, je voulais vraiment, vraiment remercier à toi, à ta famille, à ton travail, bien. pour tout ce que tu nous as donné et pour te féliciter quand même, parce que tu es partie en fait de ces groupes de volleyeurs en France qui a fait évoluer voilà, Des choses. plusieurs générations et qui aujourd'hui ils donnent des fruits pour l'équipe nationale en France. D'accord. Mais tout le plaisir était pour moi aussi, hein. J'adore passer beaucoup de temps avec des personnes passionnées de ce volet comme vous êtes. Vous êtes des personnes très passionnées et moi, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, d'apporter mon expérience, mes connaissances et puis qu'on essaie de partager un petit peu tout ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire le volley, la passion qu'on a de ce sport. Et c'est toujours un très grand plaisir pour moi. Merci. Bon, él nos Ok. dice que para él es un gran placer hablar con gente que realmente le apasiona el voleibol y que es la manera en la cual él le gusta participar en este tipo de foros. Entonces también está muy agradecido y él está siempre dispuesto D'accord. a dar su experiencia y de su pasión, que es el voleibol. Fantástico, Ah, muchas gracias. ok. Muchas gracias. Merci. Bye bye. Au Merci revoir. beaucoup. Bye Merci. bye. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ok. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Chao, chao.